qu'on a une salle qui se tient sage. Bon, c'était pas mal de revoir Macron avec Poutine avec le recul hein, à la fin du film. C'est vrai que c'est assez étrange ce moment-là. J'imagine que vous vous souvenez pas, mais en fait, à l'époque, il y avait eu une grosse polémique médiatique sur est-ce que l'interprète de France Télévisions avait bien traduit Poutine par rapport à l'interprète de je sais pas quelle chaîne, etc. Bon, il se trouve qu'en effet, Poutine donne les chiffres du nombre de blessés et de mutilés, ce qu'on n'entend pas là, mais bon. Alors qu'en réalité, évidemment, derrière cette polémique stérile, ce qui était raconté à ce moment-là était beaucoup plus important. C'est ce que Fabien Jobard essaie explique quoi. Voilà, entre une Il n'y a pas police. besoin de violence si on n'autorise pas Voilà. s'il n'y a pas de manif. En fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, un peu plus tôt dans le film, il y a William Bourdon, l'avocat, qui parle de ça, qui parle des arrestations préventives. Je ne sais pas si ça a été le cas à Lyon, mais dans certaines villes comme à Paris, comme à Toulouse, ça a été le cas. C'est-à-dire des gens qui ont été arrêtés avant même les manifestations. Contrôle d'identité, ça dure 4 heures. Le maximum, après, c'est la garde à vue. De sorte que vous êtes empêché de manifester, en fait. Voilà. Mais on ne vous dit pas que c'est un empêchement de manifester. Quand même eu un contexte particulièrement riche pour faire ce film parce que donc il y avait les Gilets jaunes qui sont quand même les principaux mouvements sociaux pendant la période dont tu parles dans ce film, mais tu as aussi les lycéens aussi qui étaient liés, je crois, au mouvement, c'était pendant le mouvement des Gilets jaunes aussi. Oui. Tu parles rapidement des personnes qui ont été tuées par la police ces 10 dernières années, Rémi Fraisse, Zineb Redouane. Comment tu as fait le tri dans toutes ces images que tu as eues, dans tous ces mouvements sociaux? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, ce mouvement-là des Gilets jaunes et ce qu'il y a eu autour, on est dans un contexte quand même particulier où la violence policière est quand même particulièrement... elle était particulièrement médiatique à ce moment-là aussi, c'est ça C'est les smartphones, c'est les vidéos. Oui, c'est ça. Enfin, au départ, elle n'est pas médiatique. En fait, le film, c'est la suite logique, mais en réalité pas du tout préméditée, de ce que j'avais pu faire quelques temps auparavant, qui s'appelait Allo Place Beauvau, où j'avais signalé justement quelques images qui apparaissaient comme ça. Tu postais sur les réseaux sociaux des images de violences policières en mentionnant donc la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, pour leur dire regardez ce qui se passe avec les violences policières. Ça, c'était un travail que tu faisais sur les réseaux sociaux, un travail militant. C'est ça. Et en fait, c'est pour tout vous dire, j'ai déjà fait des films sur le maintien de l'ordre. Je me suis intéressé au maintien de l'ordre depuis très très longtemps. Et j'ai vécu, je me suis exilé 8 ans au Canada. Et quand je suis revenu, c'est 2018. Et en fait, ce qu'on m'avait vendu, ce qu'on a vendu, ce qu'on vend encore d'ailleurs, j'ai encore entendu avant-hier des gens sur France Inter parler du maintien de l'ordre à la française, etc. C'est-à-dire une espèce de maintien de l'ordre qui serait maîtrisé, qui serait très correct. Alors, en tout cas, ce que je voyais en 2018, mais que vous aviez peut-être vu, mais que moi, je n'avais pas vécu pendant Nuit debout ou la loi travail. C'est le travail, le tournant, je pense. Voilà, oui, c'est la loi travail. Mais moi, j'étais à 6000 km, donc je ne l'ai pas vu. Et là, j'arrive et je vois ça, et je me dis, il y a vraiment... il y a un mensonge politique, il y a un silence médiatique. Donc, je commence par documenter ça, si tu veux. Et puis... après avoir documenté ça, j'ai écrit un roman. Et après le roman, en fait, je me suis dit, mais quand même, ces images ont une valeur documentaire, une valeur historique, une valeur d'archive, une valeur de cinéma. La preuve, c'est que 2 ans après la sortie du film, on est là à regarder un film ensemble. Et voilà. Après, c'est très difficile de parler de tri. Il y a eu des choix... il y a eu plein de choix, notamment l'idée de ne pas répéter les scènes. C'est-à-dire que ça ne servait à rien de montrer 5 mains arrachées. Ça ne servait à rien de montrer 30 éborgnements. Donc chaque image est pesée, vous imaginez pas, pendant des jours et des jours avec Florent Mangeot, le monteur. On a privilégié quand même, je dois le dire, les plans séquences, c'est-à-dire les scènes filmées intégralement. Il y en a 2 qui sortent pour moi là comme ça. C'est la scène du Burger King
filmé par quelqu'un qui à ce moment-là n'est pas professionnel, qui va le devenir. C'est un plan séquence. Si vous regardez, en fait, c'est un plan séquence. Le vidéaste avance à l'extérieur du Burger King au rythme de la progression des CRS, au fond. Et puis, évidemment, Jérôme Rodriguez, qui se filme lui-même et qui se filme en perdant son œil. Il y a toute la scène avec ce téléphone qui tombe sur son ventre, qui filme. Évidemment, c'est pas voulu, c'est totalement involontaire, mais c'est magistral en fait. C'est la règle des 3/3 qui est complètement respectée, le génie de la Bastille. Enfin, on l'a jamais filmé comme ça, quoi. Et sa phrase. Toi, tu t'es dit, sa phrase. Et sa phrase, c'est où est mon téléphone. Ça, c'est quand même un truc qui nous, Qui nous interroge. Qui nous interroge. Il a perdu un œil. Et la question, c'est où est mon téléphone. Et voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tellement d'images que sur beaucoup de scènes, vous êtes arrivé à mettre des images de la même scène. Tu me vois maintenant. Non, mais l'équipe du film. D'accord, l'équipe très du bien. film. Très bien. Tu parlais de ton monteur tout à l'heure. Bien. Donc tu es arrivé avec ton monteur à compiler des images pour avoir la même scène filmée avec des angles différents, ce qui montre aussi l'immense quantité de matériaux que tu as dû avoir pour travailler. Voilà, dans le film, vous avez entendu Michel Forst, qui est rapporteur spécial de l'ONU, et qui est le seul qu'on identifie, enfin qui dit à un moment donné, pour l'ONU, c'est le seul qui raconte un peu d'où il parle. Ouais, parce que tu choisis de présenter les intervenants à la fin du film. À la fin du film. Et lui, c'est le seul qui dit un peu qui il est. Il y en a d'autres, on devine assez vite qui ils sont. Certains, vous les connaissez peut-être, etc. Mais bon. Et lui, il parle de révolution. Voilà. Alors, c'est un moment très particulier, 2018-2020. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. D'ailleurs, quelle a été la réponse de l'État et des syndicats de police? Ça a été d'essayer de faire en sorte qu'on ne puisse plus diffuser les images. Voilà. Mais effectivement, ce film-là, c'est pour ça que à la fin, il est dédié à tous ceux qui sortent leur smartphone. C'est qu'évidemment, ce qui change complètement, c'est le fait que tout d'un coup, il y a un contre-champ. Pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on avait finalement des journalistes qui étaient protégés par les policiers et donc des spectateurs qui recevaient les pavés. Puisque les journalistes, les caméramans, très souvent, étaient du côté des policiers. Quand je dis du côté, je veux dire physiquement, pas forcément moralement, mais physiquement. Et là, tout d'un coup, on a le contre-champ qui est le spectateur est du côté de celui qui reçoit les LBD, les lacrymogènes, etc. C'est effectivement, Damasio en parle, c'est effectivement un moment extrêmement important, au point que pour l'ONU, ils appellent ça la révolution. Aujourd'hui, il y a des gens d'un courage extrême qui filment en Iran. C'est extraordinaire qui arrive à faire sortir des images. Je ne sais pas si vous les regardez. Mais... Oui, ils sont obligés de couper Internet, en fait. L'Iran a coupé Internet. N'empêche qu'il y a quand même, tous les jours, si vous regardez, il y a quand même des images qui apparaissent. Il y a quand même des femmes d'un courage immense. Et peut-être que le régime va tomber, en partie parce que si vous êtes un peu curieux, vous pouvez regarder ces images et vous pouvez peser par le fait que le monde entier peut regarder que des gens essaient de se libérer et le font savoir par le téléphone, quoi. Voilà. Alors en France, on aime bien de toute façon les images de meufs qui enlèvent leur voile, etc. Et ça, évidemment, ça marche à fond. On aime moins les images que toi, tu présentes là-dedans. Il y a eu tout un moment où ça a été compliqué de diffuser ces trucs-là. Tu t'es dit, c'est le cinéma plus volontiers. Je t'ai vu dans Envoyé spécial à l'époque, tu avais fait un... Oui. C'était Envoyé spécial, hein, ou je sais pas, 2 mois après le début du mouvement, je pense. Non, alors Envoyé spécial, c'est particulier. Bon, voilà, c'est assez tôt, mais c'est le seul. Ah. C'est le seul, mais c'était assez bizarre parce qu'Envoyé spécial me filmait moi qui racontait les violences policières alors qu'ils auraient pu le faire directement. Ouais, plutôt que de le prendre à leur compte, ils se sont dit on va suivre ce journaliste un peu fou qui parle des violences policières. Voilà, c'est ça. On ne sait pas trop ce que ça vaut, quoi. Voilà. Et donc effectivement, non, ça a été. Moi, au début, le sens de ma démarche, c'était effectivement en opposition au journalisme de préfecture, au journalisme de chaînes d'information, etc., qui ne diffusaient pas ces images. C'est vrai que ça a été très très difficile. Je me souviens qu'il avait fallu faire énormément de forcing. Il y a eu une séquence quand même médiatique, même sur le média mainstream, on parlait de violence policière, mais il a fallu insister. Et ce que tu faisais, en fait, c'était aussi pour ça. C'était pour faire arriver cette question des violences policières sur les plateaux télé, parce qu'elle était... Ou même dans Le Monde. Ou même, même dans le journal Le Monde, ouais.
Qui a révélé donc l'affaire Benalla après avec les images qu'on a vues sur la place de la Contrescarpe. Oui. Alors le monde a C'était mis pas les Gilets jaunes, ça, c'était avant. C'était pas les Gilets jaunes, ça. Ouais. non. Le monde a mis énormément de mois et le monde a fait un travail extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Leur première vidéo de déconstruction d'une violence policière, c'est Olivier Béziat que vous avez vu à Bordeaux. Donc ce pompier volontaire qui est blessé au pied d'un Apple Store. Sauf que cette vidéo, c'est 1 an après les faits. Et très sincèrement, les journaux étaient en dessous de tout, mais en dessous de tout. Et les rédactions acceptaient pas trop les sujets, ou pas, voire pas du tout les sujets de violence policière. Au pic du mouvement des Gilets jaunes, c'était pas quelque chose qui était traité comme un vrai problème. Alors j'ai eu un débat. Ouais, il faut vraiment se souvenir de ça et se remettre dans l'ambiance de l'époque parce que vraiment, ça c'est vrai quoi. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait les vidéos, il y avait BFM en boucle sur la violence des manifestants, etc. Tous les papiers, tous les plateaux étaient remplis de gens qui déploraient la violence des manifestants, de ce mouvement qui était incompréhensible, qui était barbare presque. Et il n'y avait pas de paroles dissonantes sur la violence des policiers. Ça a été une chape de plomb, vraiment. Aujourd'hui, maintenant, on s'en rappelle parce que. Oui, bien sûr. Mais rappelons-nous qu'à l'époque, c'était saisissant ce truc-là. Il y a 2 mois d'omerta. Il y a 2 mois d'omerta, enfin même 3 mois, je dirais, de novembre 2018. Le premier acte, c'est le 17 novembre, jusqu'en janvier. Et là où justement ça va craqueler, c'est quand en fait les institutions internationales, Parlement européen, Conseil de l'Europe, l'ONU, commencent à poser des questions à la France. Alors là, les éditorialistes, on les a vus. Ah, ils sont choqués. Ils toussent. Ah, quand même. Voilà. Mais là, ça commence à sortir. Et puis là, la presse. Mais pour vous dire... C'est ça aussi qui t'a fait te dire, il faut que j'aille au cinéma. En fait, le monde médiatique, c'est pas possible. Oui. Il faut aller au cinéma, au calme. C'est-à-dire que la télévision... Alors d'abord, la forme n'aurait pas été acceptée. Le fait de ne pas présenter... Voilà. L'extrême violence, parce que c'est pas du sang de cinéma que vous avez vu, évidemment. Voilà. Et puis, il n'y avait aucune raison que la télévision se dise oui à un film, alors qu'elle avait dit non pendant des mois et des mois à raconter ça. Arte, voilà. peut-être, sur un 52 minutes. Arte moins que les autres, puisque Arte, j'ai une dent contre Arte, hein. Arte a du mal avec la politique française. Mais ça, c'est quelque chose d'industriel. C'est-à-dire que Arte, comme... il y a des fonds publics. Il y a des fonds publics. Le président d'Arte est nommé par qui par le pouvoir politique. Canal+, tous les 5 ans, doit demander sa concession. Les directeurs de chaînes publiques sont nommés par le pouvoir... par le CSA. Par le CSA, qui lui... Enfin bon, voilà. Le pouvoir peut nommer au CSA des gens qui vont après nommer... Mais surtout, avant tout ça... Avant tout ça, il y a, je crois, un phénomène sociologique qui fait que le monde médiatique est assez proche du monde du pouvoir. Je dis ça sociologiquement. Je veux dire, il y a pas, non, je dis ça sans malice. Ce sont des gens qui viennent de Sciences Po, qui ont une vision blanche, libérale, très libérale, à droite, très à droite, et j'en veux pour preuve un débat que j'ai eu avec Céline Pigalle. Vous voyez qui c'est ou pas? C'est la patronne de BFM. Et en fait, elle a reconnu que des journalistes, des reporters, des reportrices et des reporters de BFM avaient signalé assez tôt qu'il y avait quand même des problèmes avec la police. Et ces signalements, si je puis dire, en fait, ne passaient pas la porte de la rédaction en chef. Ce qui fait que dès janvier 2019, c'est-à-dire assez vite, au sein de BFM, il va y avoir ce qu'ils ont appelé, c'est elle qui m'a raconté ça, des ateliers pour essayer de fluidifier la communication entre les reporters et la rédaction en chef sur l'idée il faudrait qu'on s'écoute un peu plus. Et ça, quand je dis c'est sans malice, c'est parce que je pense que sociologiquement, pour les rédacteurs en chef, ça n'existe pas, la violence policière. C'est quelque chose qui ne... En plus, ils sont sincèrement terrorisés par les Gilets jaunes aussi.
Alors BFM particulièrement parce que il faut... Non, mais attendez, si vous regardez BFM, c'est assez curieux. Hein. Regardez bien les BFM, le mouvement Gilets jaunes du tout début et BFM. BFM est à fond derrière les Gilets jaunes. Il y a même des présentateurs qui disent qu'ils sont prêts à mettre le gilet. Ça, c'est quand c'est un Truchot. mouvement sur le prix de l'essence. Olivier Truchot. Oui, voilà, mais je vois, mais ça bosse ici. Voilà. Voilà. BFM, la voiture, tout ça. La voiture, Voilà. la taxe sur l'essence, etc. Et donc, Et le early gilet jaune est un peu. Ça, c'est concernant, comme disent les journalistes. Ça concerne les gens, le prix C'est de ça. l'essence, donc on peut se faut y prévaloir aller, du quoi. Et mouvement. puis bon, les taxes, enfin, tu vois, voilà. Mais dès que ça demande plus de justice sociale, de démocratie, oula, ça devient plus compliqué. Et il y a vraiment, vous pouvez regarder, il y a un arrêt sur image qui est assez éloquent là-dessus, qui démontre combien, par exemple, une chaîne comme BFM, qui à ce moment-là, et encore aujourd'hui, était la chaîne motrice, on va dire, de la fabrication d'opinion, a complètement modifié, notamment sur la violence des manifestants, etc. Et en couvrant les manifestations policières. Quoi. Et donc, en fait, pour tout te dire, en effet, c'est vers le cinéma que je suis allé, à la fois pour le fond et la forme. Et là, je cite le producteur, Bertrand Fèvre, qui a eu cette phrase absolument géniale. Quand je lui ai dit « Est-ce qu'on va voir une télé ?» Il m'a dit « On ne veut pas de réponse à des questions qu'on ne se pose pas. » J'ai pas compris. Eh bien, va proposer un truc à la télé. Oui, d'accord, j'ai comprendre. compris. Il y a en plus des images, ce qui rajoute une couche d'interprétation à ces images-là, c'est que tu as demandé à des gens de venir pour réagir à ces images. Et ça, c'est l'autre aspect du film, c'est tous les intervenants et les intervenantes qu'on a vus et que tu as choisi de ne pas présenter, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais est-ce que tu pourrais un peu expliquer comment c'est venu cette idée-là ? C'est méta. C'est méta. C'est du Twitch. C'est quoi ? C'est Presque. Ils c'est font du stream. React. Comment c'est venu cette idée-là de faire réagir les gens aux images et aussi pourquoi vous avez fait le choix de les présenter qu'à la fin du film ? Alors, l'idée des images, c'est parce que, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, on a vécu une sorte de révolution, comme dit Michel Forst, sur le fait que tout d'un coup, il y a ce qu'un sociologue canadien a appelé la sous-veillance, c'est-à-dire l'idée que face à la surveillance, on pouvait faire une symétrie, etc. Donc voilà. Vertov, le grand monteur soviétique, son rêve, c'était une caméra pour chaque soviète, hein, en 1917. Il n'a pas pu le faire, pour des raisons de budget, évidemment. Mais en gros, quand même, c'est ce qui se passe, quoi, voilà. Donc, de faire réagir à l'image, ça me semblait être naturel. En revanche, je dois dire que je n'avais pas du tout imaginé qu'en fait, ça, je l'ai vu à la première projection, qu'en réalité, les protagonistes du film sont exactement dans votre position. Et ça, j'avoue que je n'y avais pas pensé. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont devant un grand écran et puis ils commandent des images. Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre du transfert, de l'identification qui est propre au cinéma, mais qui, objectivement, c'était pas pensé au départ. Bon, voilà. Et le deuxième point sur l'idée de ne pas présenter, c'est parce que, d'abord, c'est pour remercier les gens, c'est-à-dire vous, d'avoir fait l'effort de sortir de chez vous, de venir ici. Donc, de ne pas vous prendre pour des débiles. Le plus dur est fait, vous êtes là. Vous avez fait l'effort de venir. Et donc, pourquoi il faudrait, comme pour le Port-Salut, tout écrire dessus, comme sur BFM, etc. etc. Qu'il n'y ait pas d'effet d'autorité. Qu'il n'y ait pas d'effet d'autorité. De titre. Et qu'on comprenne la position des gens par le discours et pas par la présentation. On sent le mec qui fait des quotidiennes quand même, espèce de truc. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'idée artificielle, mais c'est le cinéma, de dire une voix vaut une voix. Et je suis le premier, et on est, je pense tous pareil. C'est-à-dire que si on dit tout de suite, un tel est historien, un tel est policier, un tel est avocat, un tel est historienne, etc., on a tous notre idée préconçue qui se déclenche dans le cerveau, ok, lui, je vais être d'accord. Elle, je ne vais pas être d'accord. Lui, et ainsi de suite.
Là, il y a un jeu, par exemple, le général de gendarmerie, Cavalier, dans des débats, des gens m'ont dit qu'ils pensaient que c'était un gauchiste. Ça vous fait rire? Moi, ça m'a plu. C'était cette idée que, tiens, est-ce que je suis d'accord avec cette personne? Alors, aussi, et ça, c'était pas voulu, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être le seul aspect un peu léger du film. C'est à un moment donné, peut-être que vous vous êtes dit, tiens, est-ce que je suis d'accord avec cette personne? Mais est-ce que ça me gênerait de savoir qui elle est, etc. Voilà. C'est essayer d'abolir le temps d'un film, donc c'est là où c'est artificiel, mais ça, c'est la beauté du cinéma, d'abolir la hiérarchie sociale, quoi. Et de dire finalement, si j'avais mis sur Mélanie Ngam, qui est au milieu du film, qu'elle est travailleuse sociale dans les quartiers nord d'Amiens, est-ce que vous l'auriez écoutée de la même manière qu'en ne disant rien? Or, je pense que c'est donc cette jeune femme blessée au clavicule. Je pense que s'il y a une parole à tenir, à garder du film, pour moi, la plus politique, c'est elle. C'est-à-dire que par rapport à l'écriture télévisuelle, où elle aurait été la victime, tu vois, gilet jaune, victime de violences policières, bah, tout d'un coup, c'est une parole en fait politique que tu entends de la même, que tu peux écouter en tout cas, de la même manière que quelqu'un d'autre. Voilà, c'était ça l'idée. Je suis très d'accord. Est-ce que, bon, on va peut-être pas, parce que nous on a déjà discuté avant, on discutera après on va boire des coups, etc. Mais là vous êtes là, vous avez peut-être aussi des questions. Ah oui. Hein? Alors il y a un micro volant hein, qui a pas de fil et tout là, ouais. Ça a investi à l'aquarium. Hein. Alors juste le temps que quelqu'un se décide à rompre la glace et à prendre la parole, je tiens à vous dire quand même que vous avez rigolé. Comme vous êtes un bon public, je voulais quand même vous le dire. Vous avez rigolé, c'est pas sympa. Vous avez rigolé sur un monsieur à Montpellier. Gauchiste, anarchiste, antidémocrate. Mais c'est vraiment un policier ce gars ou est-ce qu'on sait qui c'est ou pas? On sait qui c'est. C'est le chef de la BAC. Ça rigole moins là. C'est normal, ils prennent plus intelligents. Ça rigole moins d'un coup. Non, mais voilà, non. Et figurez-vous qu'en fait, c'est à Montpellier, dans un cinéma qui jouxte la place de la Comédie. Et c'est là où j'ai appris qu'en fait, le type, c'était le chef de la BAC. Et je me suis renseigné, en effet. Donc voilà, c'était juste pour ironiser. Vous voyez, vous avez rigolé en pensant que, voilà, bah non, c'est le chef. Mais la BAC, c'est particulier. Hein. À Montpellier comme ailleurs. Ouais, on reconnaît les uniformes, ou plutôt l'absence d'uniforme de la BAC, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des observations, des remarques? Oui, une main se lève. On va essayer d'alterner un homme et une femme autant que faire se peut. Ça, c'est bien. Bonsoir. Alors, en tant que gauchiste, d'après le monsieur aimable du film, juste une remarque avant la question. Je trouve que dans ce film, il y a des images qui maintenant, pour moi, sont cultes. Le pompier qui se fait tirer dans le dos, on le voit partout maintenant. Le Burger King, c'est devenu symbolique. L'Allemand, c'est devenu symbolique. Il y a plein d'images dans ce film qui, 2 ans après, on les voit plus pareil. Parce que moi, je m'intéresse aux mouvements sociaux, etc. Et je me dis, bah, ces images, je les ai vues il y a 2 ans. Maintenant, le grand public, on peut dire qu'il les connaît. Peut-être grâce à toi, ou peut-être parce qu'ils ont fait un tour ailleurs. Mais c'était peut-être un film d'anticipation. Voilà. Alors, la question porte sur le générique. Dans le générique, tu mets les gens qui n'ont pas souhaité intervenir ou qui n'ont pas été autorisés à intervenir. Est-ce qu'après coup, il y a certaines de ces personnes qui sont venues te voir en te disant « j'aurais bien aimé venir, on aurait parlé de ça, etc. » Et tu dis « merde, ça aurait pu être intéressant ». Oui, il y a Castaner là qui attend là juste et dit franchement il faut que je parle. Non. En revanche, ce que je ne savais pas, sinon je l'aurais écrit, c'est pourquoi ces gens n'ont pas parlé ou n'ont pas été autorisés. Je parle des policiers parce que pour le procureur c'était plus Rémiette. Ouais, c'était presque plus banal, c'est-à-dire sa décision c'était sa décision et qu'il avait peur pour son image. Enfin, on est dans un truc, voilà. Pour les policiers, en fait, j'ai appris après que c'est le cabinet justement de Christophe Castaner qui a donné son veto en disant pas question d'aller parler à ce monsieur, enfin d'aller dans le film. Alors qu'en effet, certains auraient voulu parler. Et donc, moi, je tenais à ce qu'il y ait un échange, des conversations, et donc j'ai dû me rabattre sur des syndicats.
Ce qui n'était pas mon choix premier, très sincèrement. Pourquoi les syndicats ? Parce que dans un monde qui est celui des fonctionnaires de police, où le droit de réserve est sacré, on pourrait dire, les seuls qui ont le droit de parler sont les syndicats. Et ça, c'est très important par rapport à l'image qu'on peut avoir aujourd'hui de la police et de l'importance que les syndicats ont pris dans la parole politique, au point que j'ai fait beaucoup de débats avec Fabien Jobard, que vous avez vu, le sociologue, et la question qu'on se pose très souvent tous les deux, c'est est-ce que les syndicats de police n'ont pas pris le pouvoir sur le pouvoir, en fait ? Parce que justement, ce sont les seuls autorisés à parler. Il y a aussi eu pas mal d'événements après ton film avec les syndicats de police, il y a eu les manifestations de policiers, il y a eu tout ça, il y a une politisation des policiers qui s'est faite de plus en plus forte vers l'extrême droite. Et ça, c'était un peu juste après ton film, en fait. On voit aussi à notre travail sur Voiles Guillemets où on a documenté ça aussi, la fameuse manif de flics en effet devant l'Élysée, et puis voilà, à quel moment, vous savez, Darmanin a été nommé précisément parce que il s'agissait de donner toute satisfaction aux syndicats de police, que Castaner n'avait pas suivi jusqu'au bout, notamment sur l'étranglement. Ouais. Castaner avait dit peut-être que étrangler les gens, c'est pas ouf. Du coup, voilà, du coup, il a été viré. Oui, alors c'est pas trop l'alternance un homme, une femme, ça. Ah oui. Ah oui. Et si. Si. Bonsoir. Bonsoir. Déjà merci à l'Aquarium pour le film. Moi, c'est un film que j'adore regarder et re-regarder depuis que je l'ai découvert, et je l'adore particulièrement pour le fait d'avoir imaginé une caméra qui soit pas seulement observatrice, mais aussi qui crée l'événement. Dans le sens où moi, ce que j'adore particulièrement, c'est le fait de proposer en fait de créer un événement autour de la projection d'images comme ça de violences policières. Et moi, ce que je me demandais, c'est justement dans ces conversations que vous avez instaurées entre différents personnages, est-ce que ça a été quelque chose de difficile à, entre guillemets, maîtriser, à mettre en place ? Parce que ça me paraît parfois incroyable d'avoir réussi à réunir ces gens-là, discuter posément autour de ça. Voilà. Alors, il y a des gens que je connais depuis très longtemps. Par exemple, Cavalier dont je parlais, le gendarme. Si on a 2 minutes, je peux vous raconter. Je l'ai connu il y a très très longtemps dans une affaire dite l'affaire des paillotes. Ça vous dit qu'est-ce que tu fais, toi ? En Corse, bien. Voilà. Absolument. Sous Jospin. Tiens, c'est une bonne vidéo. Non, il n'est pas assez vieux encore. C'est quoi ? Vous attendez que ce soit plus... Bon, bref, c'était une affaire extraordinaire. Donc, des gendarmes qui ont mis le feu à une petite paillote de plage chez Francis, en Corse. Ça faisait suite à l'assassinat du préfet Erignac, qui va être remplacé par un préfet qui s'appelle le préfet Bonnet. Ce préfet Bonnet dit la République... Voilà, bon. Et à un moment donné, il devient dingue parce qu'il y a cette paillote suspectée d'être un repère de je ne sais quoi, et des gens viennent mettre le feu. Bon, il se passe un truc étrange, c'est que les mecs qui mettent le feu oublient leur gant sur lequel il est écrit Gendarmerie nationale. Bien, sur la plage. Et Chevènement, c'est votre truc. Il est assez vieux, là. Donc, Chevènement, lui, dit devant, un peu à la Cahuzac, 20 ans avant, jamais la gendarmerie, etc. Bon, bref. Et à ce moment-là, tout l'appareil gendarmesque avait obéi finalement au préfet, sauf un mec, le capitaine Cavalier, qui dit non. Ça, c'est le titre d'un portrait dans Libération que j'ai écrit de ce monsieur. Il a gardé assez longtemps ce portrait dans sa poche. Donc 20 ans plus tard, je l'ai appelé, je lui ai dit « Ouais, au fait, je sais que vous avez formé les gendarmes mobiles, j'aimerais bien vous... » Voilà. Ah, c'est comme ça, c'est dingue. Et d'autres, c'est... par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de Mélanie. En fait, Mélanie, je ne la connaissais pas du tout. Et elle venait plus avec Vanessa, que je connaissais plus. Vanessa, c'est celle qui a perdu un œil sur les Champs-Élysées. Et donc, pour vous dire... Certains rendez-vous étaient prévus et d'autres, c'était la magie du tournage, quoi. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous mettez ensemble des gens. Parfois, c'est pour des questions de calendrier. Vous essayez de faire en sorte que ce ne soit pas que des calendriers, mais en vous disant,
bon, il peut se passer quelque chose. Il y a eu des rencontres, les gens étaient passionnants, mais il n'y avait pas de rencontre. C'est-à-dire que c'était 2 monologues, et donc vous ne les avez pas vus. On les a enlevés. C'est pas dans le film. La qualité de tous ces gens-là, c'était de vouloir discuter, de vouloir débattre. C'est ça, si vous voulez, le critère qui a fait que on leur a demandé de venir. Parfois, ils sont restés 1 heure, parfois 4 heures. Voilà. Et donc, en fait, c'est très, très, très varié comment les protagonistes sont venus. Jobard et Damasio, c'était jamais vu. Et c'est un moment, enfin pour moi, assez exceptionnel. C'est-à-dire c'est à la fois 2 coqs et 2 séducteurs, 2 intellectuels qui essaient de... Je sais pas, il y a une espèce de truc... Ils essaient de se plaire l'un l'autre. T'as vu comme je suis intelligent. Putain les gars, vous êtes des dieux quoi, c'est vrai. Continuez. Moi j'étais comme monsieur là, assis sur un fauteuil, tranquille, j'attendais qu'ils discutent. De temps en temps je tendais une feuille quand je sentais que bon, c'était un peu mou. Ah oui, t'as préparé les feuilles avec les citations qui sont lues, voilà, tu les tendais à c'est des tout ce que j'ai fait moments, moi. C'est tout ce que j'ai fait. De temps en temps, bon, je remettais une bûche dans la... Tiens, le feu se tarit. Hop. Quelqu'un d'autre? Question. Déjà, merci pour avoir organisé cette On va y projection autant de temps après le film. Ouais. Ah, Non, je m'adressais à... ça marche. Un petit peu d'eau, s'il te plaît, Damien. Et je voulais savoir, au moment où vous avez entrepris de faire ce film, comment vous avez convaincu les partenaires, et notamment institutionnels, de vous suivre sur ce film-là, pour aborder ce sujet-là, et de mettre des moyens sur ce sujet-là, et de faire voir ce film avec un tel sujet, dans un contexte politique qui était plus que difficile, qu'il est toujours aujourd'hui. Et du coup, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre, à faire, de lancer la machine? Et parce qu'au début, il y a marqué, on en parlait tout à l'heure, en partenariat avec la région Île-de-France. Pécresse. Donc merci Valérie pour le film. Alors les persifleurs. Alors, donc, parce que précisément, il y a très peu d'institutions. Merci beaucoup. Il y a très peu d'institutions derrière le film. Il y a effectivement la région Île-de-France qui va nous accorder une subvention de 40 000 euros. C'est un film qui va coûter à peu près 300 000 euros. Donc c'est évidemment une somme, on est tous d'accord là-dessus. Mais en réalité, c'est le prix de beaucoup de documentaires. Voilà. En fait, au départ, c'est pris en charge par le producteur puis le distributeur, qui se trouve être le même distributeur que le film d'avant. Donc je vous soupçonne d'avoir un lien. C'est Jour de fête. Comment? Voilà. Non, j'allais dire Jour de fête. Jour de fête. Le bon élève qui est là. Oui, voilà, moi je sais. Donc vous avez des accords commerciaux. Donc vous voyez, les films que vous voyez ici, c'est pas tout à fait par hasard. Et effectivement, il y a la région Île-de-France. Donc la région Île-de-France, en fait, pourquoi elle donne de la même manière que la région Rhône-Alpes, enfin peut-être, je sais pas trop comment ça se passe en ce moment. En fait, comment? Non, mais en réalité, les régions donnent pour des raisons économiques, pas du tout esthétiques et moins encore politiques. Ils nous accordent c'est pas du tout automatique, ils nous accordent effectivement cette aide. Et là, il se passe un phénomène étrange, c'est que 4 mois plus tard, alors que on a fini le film, il y a un tract du syndicat SGP Police de Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, c'est celui qui dit que c'est bien fait pour sa gueule si on a une main arrachée, qui fait un tract assez odieux contre moi et contre le film et contre la région Île-de-France en disant pourquoi la région Île-de-France finance cet anti-flic notoire, Dufresne, machin. Bon, bref. Alors vous rigolez, mais sauf qu'en fait on rigole pas du tout parce que ça chauffe au conseil régional. Donc Pécresse, elle dit oui, c'est quoi cette histoire, etc. Bon, finalement, ils maintiennent la subvention après un été un peu compliqué. Et en fait, je peux vous dire aujourd'hui que l'histoire est la suivante. Derrière, à côté de Valérie Pécresse, il y a un type qui s'appelle Frédéric Pechnard, qui est l'ancien grand patron de la police. Et en fait, le syndicat en question était, je fais attention parce que c'est filmé, était possiblement téléguidé
hypothétiquement, par le cabinet du ministre de l'époque, qui s'appelait Castaner déjà, enfin à nouveau, toujours à ce moment-là, qui était justement sur le départ et qui aurait, en gros, agité quelques syndicats. Il y en a un qui a pris l'hameçon. Et c'était en gros parce que Frédéric Pechnard était pressenti pour remplacer Castaner. Bon. Donc c'est une balle perdue, si vous voulez, que je me prends. Voilà. Donc c'était pour vous répondre. Après, le cinéma, c'est très étrange parce que c'est à la fois une industrie et de l'artisanat. C'est très, très curieux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même, par rapport à la télévision, où finalement vous avez très peu de chaînes, donc il y a un pouvoir qui est extrêmement concentré dans les mains de directeurs d'antenne ou de directeurs de programme. Dans le cinéma, il y a un peu plus de latitude. Il y a plus de salles, il y a plus de distributeurs, il y a plus voilà. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est peut-être un milieu qui est moins politisé immédiatement, qui est prêt à entendre éventuellement plus de choses que le milieu médiatique à proprement parler, ce qui peut expliquer un César pour Merci Patron aussi, quoi. Le cinéma, il est prêt à entendre des trucs, à la limite c'est exotique, un peu de gauchisme de temps en temps, alors que dans des médias où là l'enjeu il est immédiat, il est politique, il est sérieux, ça passerait pas. Alors je suis embarrassé parce que moi j'ai fait une tournée dingue, j'ai fait plus de 300 débats autour de ce film-là, donc j'ai rencontré des exploitants, parce que c'est leur terme, c'est leur nom de cinéma vraiment extraordinaire. Mais en fait j'ai quand même découvert que c'est un monde extrêmement conservateur et beaucoup plus à droite que je ne le pensais. Moi j'avais un peu l'image que tu viens de donner du cinéma. En fait c'est un monde très 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 conservateur. Et c'est pour ça qu'il y a autant de Christian Clavier et compagnie, quoi. Parce que moi, je ne comprenais pas, tu vois, c'était un mystère. Mais en fait, c'est lié. Voilà. Et donc, à mon avis, Merci Patron, c'est un accident industriel, si je puis dire. 500 000 entrées, enfin un truc de dingue. Alors, cela dit, chaque année, il y a un documentaire qui fait plus de 100 000 entrées, et donc qui attire l'attention. Mais si tu... Enfin bon... Voilà, je trouve que grosso modo, la production française cinématographique est quand même assez conservatrice. Ce qu'elle raconte est quand même un monde assez... Voilà. Oui. Mais il y a toujours cette idée de cinéma engagé, d'engagement, etc. C'est vrai. Beaucoup plus qu'à la télé. Ouais, je ne sais pas si ça marche. Déjà, merci pour le film. Merci à l'Aquarium pour l'organisation. Moi, j'avais une question, c'est concernant un des protagonistes qui est assez caricatural. C'est le mec du syndicat Alliance. Comment, quand on est David Dufresne, on arrive à convaincre un mec d'Alliance de venir pour discuter des violences policières, mais en plus face à Taha Bouaf? Il y a quand même une rencontre qui est assez magistrale, et surtout j'arrive vraiment, on était à s'interroger, genre comment Alliance se dit bah oui, je vais aller là-bas et oui, je vais faire entendre ma voix parce qu'elle est légitime, alors qu'il n'est vraiment pas en terrain conquis en fait. Alors en fait, ça commence très mal. Puisque j'ai un débat avec Benoît Barré sur Arte, où là, je suis face à un ovni. 28 minutes. Oui, voilà. Un truc, mais vraiment, j'ose même pas regarder l'archive tellement c'est... Bon, voilà. Bon, allez, je peux le dire aujourd'hui. Et tu tweets pas, toi? Et il me dit, parce que bon, c'est un flic, hein, donc il me tutoie. Mais David, une fois qu'on est en loge, mais je suis d'accord avec toi. Je fais, mais comment ça? Mais vous avez dit que... Parce que moi, je... Non, mais bon, les collègues, d'ailleurs, on le voit bien dire les collègues. Après, très sincèrement, moi, sincèrement, je le remercie d'avoir eu le courage de venir dans le film, parce qu'il savait évidemment dans quelle orientation on allait, etc. Je crois qu'au départ, lui, il vient parce qu'il a un mandat syndical. Et son mandat syndical, c'est de défendre les collègues. Et si vous transposez ça 2 secondes dans la Poste ou dans l'Éducation nationale,
Bah, le mec, il fait son travail de syndicaliste. Après, ce qu'il défend, c'est pas la Poste ou l'Éducation nationale. Nous sommes bien d'accord. Mais sa démarche, c'est la même. Donc lui, il se dit, voilà. Et étonnamment, il ne sait pas bien qui est à Abouaf, en fait. Il sait qu'il va être face à lui, mais à ce moment-là, il a pas, comme quoi les fiches de police, c'est pas toujours... il ne sait pas bien. Il sait pas bien. Et moi, je suis heureux. Alors évidemment, en plus à Lyon, bon, voilà, il y a une histoire par rapport aux élections, et puis il y a tout ce que l'on sait, etc. Mais ça s'est filmé 2 ans avant. On ne sait rien de tout ce que l'on sait aujourd'hui. Et justement, je trouve que c'est une rencontre. Cette scène-là est une rencontre. Pour moi, c'est une des plus belles rencontres entre ce policier et Taha, où on voit 2 logiques qui s'affrontent totalement, 2 façons de parler qui sont très, très différentes. Et puis tout d'un coup, un policier qui se met à tutoyer, malgré tout, enfin, voilà, et qui à la fin reconnaît. Et de mon point de vue, ce jour-là, Taha Bouaf est exemplaire. C'est-à-dire qu'il fait reconnaître à ce policier. Aujourd'hui, monsieur disait tout à l'heure qu'il y a des images cultes qui ont été commentées. Aujourd'hui, en effet, les policiers sont un peu contraints de dire oui, le Burger King, c'est un petit problème. Au moment où on tourne, le truc, c'est toujours de dire non, c'est pas un problème. Et là, il le reconnaît, le syndicaliste. Et là, je pense que c'est si cette rencontre a lieu, c'est parce que tout à l'heure, Madame parlait de caméras, etc. C'est parce que c'est un tournage très particulier. Il n'y a qu'une seule caméra. Le caméraman, le chef opérateur est tout près. Il est là, quoi. Il est là. Il passe de l'un à l'autre. Il y a une intimité. Il y a une rencontre. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a une rencontre. Après, il y a des policiers que vous voyez sur les plateaux télé, qui ont dit qu'ils venaient, qui nous m'ont planté le matin même, par exemple. Comme quoi, ça suffit pas d'essayer de dire on va essayer de discuter, de dialoguer. Voilà, parfois, on peut être planté. Donc voilà, il a accepté de faire ça. Après, effectivement... le fait qu'il soit aussi caricatural, moi, me gênait, parce que moi, je voulais absolument pas être dans une écriture de clash. Mais au fond, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène du Burger King. Il y a eu des débats là-dessus. Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on reste trop longtemps sur lui? On m'a dit, oui, là, tu le mets à terre, etc. Alors que moi, en fait, je pense que quand on garde son regard et ses yeux qui se baissent, moi j'ai le sentiment qu'il est soulagé. J'ai l'impression que tout d'un coup la fonction du syndicaliste passe derrière une espèce de truc de bon ouais, en effet là on a déconné quoi. Là il y a un vrai problème. Voilà, c'est le sentiment que j'ai eu. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être devant aussi Damien et quelqu'un depuis un petit moment après peut-être. Bonsoir. Déjà, bravo pour ce film. Ensuite, bien évidemment, ACAB, hein, surtout les chauves. Et plus sérieusement, ma question porte sur les témoignages des gens qui réagissent à leur propre aux violences qu'ils ont subies. Notamment le premier qui demande avec beaucoup d'inquiétude s'il y aura le son, et quand on entend, on comprend pourquoi. Est-ce que vous avez eu des gens qui ont refusé de venir, ou des gens qui, une fois qu'ils étaient là, ont plus voulu commenter ce qu'ils ont vu, ou en tout cas, quelles ont été les réactions que vous ne nous avez pas montrées dans le film? Je vous remercie pour cette question délicate, parce que ça a été l'objet de discussions avec chacun des protagonistes. Alors Gwendal de Rennes, moi son cri peut encore me réveiller, figurez-vous. Dans mon roman, je parle de son cri. Donc quand lui il dit est-ce que c'est avec ou sans le son, vous imaginez pas comme quand il dit ça, ça me saisit parce que son hurlement est terrible quoi. C'est sa sœur qui me donne les images de la mère, c'est un peu dur à suivre, mais qui est à l'hôpital à 3h du matin et qui s'adresse à Macron, etc.
C'est la sœur de Gwendal qui me donne les images. De la même manière, c'est Manon au Burger King, quand elle est à terre, qui filme avec son téléphone. Elle est en live, en fait. C'est elle qui me donne les images. Donc je vous dis ça pour vous dire que d'abord, il y a un acte volontaire de la part de tous ces gens-là. Donc avant le tournage, pendant le tournage, et c'est pour ça qu'on vous montre cette scène. Donc je suis très heureux parce que c'est assez rare que des gens en parlent, que vous l'ayez noté, parce qu'en fait, c'est pour vous montrer comment on a fabriqué les choses. Donc en gros, moi je suis à peu près à votre place, j'envoie les images, et Gwendal est à la place de monsieur. Et donc je lui dis, bon, là, Gwendal, ça va. Bon, là, on va passer à ce qui t'est arrivé. C'est là où il dit, bon, avec ou sans le son, ça va être moi, ok, bon. Et puis, juste après le tournage, je lui dis, voilà, j'essaie de savoir si tout va bien. En règle générale, ça va très bien parce que tout d'un coup, la parole s'est libérée, etc. Et je rappelle 15 jours plus tard, un mois plus tard, en disant, t'es toujours sûr? Oui, il n'y a pas de problème. Sébastien, qu'on voit assez peu, celui qui perd sa main, à la fin, il est venu 3 fois voir le film. 3 fois, il s'est mis au premier rang. Jamais il a osé prendre la parole. Combien de fois je lui ai dit, tu sais, ce serait super si tu voulais prendre la parole. Donc, je vous dis ça parce qu'il y a eu des retours que je peux entendre en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette obscénité, etc. Franchement, dans la fabrication, on a été le plus, je ne sais pas comment dire, quoi, le plus humain possible, quoi, voilà, le plus... Je pense que c'est l'idée que c'était violent, on a perdu quelque chose, mais c'était pas pour rien, il y a une trace, c'est là. Absolument. Et Oui, ton oui. film, du coup, met ça dans le dur, quoi. Oui. C'est marqué. C'est marqué. C'est pas comme le flux des médias qui va, qui vient, machin, on oublie. Là, au moins, c'est permanent. Et si ça vous intéresse, il y a un très 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 beau livre d'un photographe nantais qui s'appelle, le livre s'intitule Impact, qui va sortir là ces jours-ci, qui est un livre photo avec 10 témoignages de mutilés, dont un certain nombre, pas mal, 4 ou 5 sont dans le film. Notamment Patrice, par exemple, celui qui a le chapeau, Vanessa, Antoine Boudinet, qui n'a pas pu venir témoigner parce qu'il y avait une grève de train ce jour-là. C'est celui qui, à Bordeaux, perd une main aussi, son cri. Voilà, si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe aujourd'hui pour ces gens-là. Antoine est conseiller municipal maintenant à Bordeaux. Non, il a démissionné. Ah merde. Ouais, il a démissionné. Bon, ça, c'est les trucs de... Ah, c'est les tambouilles. Les tambouilles. Ouais. Et il a dit, voilà. Mais oui, il a été élu sur une liste... avec Philippe Poutou. Avec Bordeaux, Philippe Poutou, etc. Lui, il s'en sort plutôt bien. Mais d'autres sont socialement anéantis. Certains ont perdu leur logement, certains ont perdu leurs compagnons, leur compagne. Patrice, que vous avez vu, donc celui qui a le chapeau, lui, avant de perdre son œil, il est chauffeur routier international. Il fait Bordeaux-Berlin en une nuit, quoi. Il perd son œil, il n'a plus de permis. Vanessa, elle est décoratrice, elle perd son œil, elle n'est plus décoratrice. Donc ça, c'est des choses qu'on ne mesure pas, qui étaient déjà balayées par l'information, mais par l'actualité. Et voilà, c'est quand même... ce sont des mutilés. Ce sont des mutilés. C'est-à-dire que c'est à vie, quoi. Voilà. Il y a une question qui est un peu abordée dans le film aussi, mais c'était peut-être un peu tôt encore, mais il y a aussi la question des gens qui ont été emprisonnés, qui abordait avec les comparaisons immédiates et tout ça. Il y a aussi des personnes qui ont été marquées par des moments où ils ont été en prison. Il y a eu la prison ferme qui a été distribuée assez facilement à ce moment-là. Il y avait un article dans Street Press, je crois, sur les passages des Gilets jaunes en prison. Et ça, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée-là de l'après. Est-ce que tu as déjà pensé, toi, à faire revenir voir, à faire des interviews avec des gens qui étaient dans l'après le mouvement, 2 ans après, 3 ans après? Est-ce que c'est un truc qui te tente? Eh les gars, allez-y, hein. Mais c'est une bonne idée. On va demander à Valérie Pécresse si elle est OK. Elle n'a plus de sous. Oui, tu demandais la parole depuis longtemps. Non, mais en fait, c'était juste une petite question. C'est
donc, qui a rapport à la première qui a été posée. C'est en fait les gens qui ont été interdits de s'exprimer, c'est en fait tu les avais déjà filmés et tu les avais déjà filmés ou en fait ils n'ont jamais parlé à l'écran. Non, ils n'ont jamais parlé à l'écran. J'en avais eu un ou deux au téléphone qui étaient d'accord, mais bon, bah là, c'est la hiérarchie, voilà. Ouais. Après, très franchement, alors c'est rigolo parce que France 2 a fait, je balance là, a fait un film 1 an et demi plus tard avec exactement le même dispositif. Hein. C'est-à-dire des images projetées sur grand écran et tous les mecs qui n'ont pas voulu parler parlent. Regardez le film. C'est drôle. Il y a même Didier Lallemand, dis donc. Qui dit rien. Ah là, on est vraiment dans... Enfin bon, bref. Oui, comment ça s'appelle? C'est quoi? C'était dans Infrarouge? Ouais, c'était dans Infrarouge. Ouais. Le réalisateur s'appelle Samuel Lajusse et... Je pense qu'il a vu ton film. Ah oui, parce que... oui. Enfin bref. Et le conseiller, c'est Frédéric Ploquin. C'est le Dark David Dufresne. Voilà. Mais bon, ça, mais pour les forces du mal. Non, mais c'est... Après, je pense que le film aurait été tout autre si ces gens-là avaient parlé, parce que c'est une parole qui est extrêmement corsetée, qui est extrêmement marketée. C'est des gens qui font du coaching média, c'est horrible. Média training. Alors, tu vois, c'est horrible. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une femme plutôt, évidemment, maintenant, dans Réalterne. Sinon, après, on peut boire des coups aussi. Ouais, tout le monde a un peu soif. C'est une question au fond. Il y a une question au fond. Ouais, bonsoir. En fait, c'est pas du tout une question, mais le film, c'est L'Ordre à tout prix, je crois. Bah, voilà, c'est ça. Merci. Voilà. Vous êtes la productrice? Du coup, une dernière question plus pour ouvrir, du coup. Oui. Aujourd'hui, vous, d'après ce que vous voyez passer, on en est où de cette évolution? Parce qu'il y a eu un moment, c'était vraiment... moi, j'allais plus en manif, j'avais vraiment peur, en fait, de ce qui pouvait se passer. J'ai l'impression, mais c'est à un niveau très individuel, que ça s'est un peu calmé sur certains sujets, en tout cas, en termes de violence policière. Et du coup, qu'est-ce que vous voyez passer et qu'est-ce que c'est votre perspective sur ça Ah merde. Non, je dis merde parce que effectivement là, j'avoue que je suis assez découragé, donc c'est embêtant pour une dernière question de finir sur un truc un peu négatif. Alors bon, à Paris, c'est vrai que il y a plus de NAS mobile, enfin des espèces de trucs complètement délirants. Bon, c'est un peu plus, on pourrait dire un petit retour 15-20 ans en arrière avec une police qui montre sa force pour pas s'en servir, qui est plutôt éloignée, qui va pas au contact, et donc il y a beaucoup moins de, il y a moins de blessés, voilà, il y a moins de mutilés, etc. Mais le pli est pris. Je veux dire que le ministère commande des blindés. Le ministère Macron n'ont absolument pas voulu réfléchir là-dessus. Et ce qui est extrêmement décourageant, c'est qu'en fait, on aurait pu penser en 2020, notamment lors de la loi sécurité globale et du mouvement qui s'est opposé à cette loi, qu'il y avait une prise de conscience de la population par rapport à ça. Et là, je suis obligé de vous dire que non. Malheureusement, le rouleau compresseur médiatico-policier marche à plein. Donc, l'idée qu'il y ait plus de moyens en termes humains, en termes matériels, en termes financiers, dans l'indifférence générale, la semaine dernière, le ministère de l'Intérieur s'est vu octroyer 15 milliards d'euros supplémentaires dans la loi de programmation. Vous en avez... De toute façon, vous le voyez dans les rues, ils ont des nouvelles voitures, vous les voyez. Hein. Et alors, il y a aussi le moment important sur les violences policières avec la mort de George Floyd et la grande manifestation qu'il y a eu à Paris qui n'était pas du tout prévue par les policiers. Tu ne penses pas que ça a marqué Oui, c'est ça. Ça a marqué quelque chose quand même. Ça fait partie, si tu veux, c'était en 2020. C'était juste après le confinement. Après le grand confinement.
Parce que nous avons quand même connu le grand confinement. Oui. Et donc, voilà, il y a eu deux manifestations, une devant le tribunal, une place de la République à Paris. Et effectivement, tout d'un coup, il y a eu George Floyd, le retentissement de George Floyd, de son agonie, 9 minutes 28 secondes, filmé sans que le policier demande à ce qu'on arrête la caméra. Je dis juste ça par rapport à la relation en France à la caméra. Le policier tue, mais à aucun moment il empêche le filmage. Alors qu'ici, on tue et on ne filme pas. Et donc, sur les manifestations, très sincèrement, je ne vous vois pas, mais vous vivez une période que moi, je n'ai pas connue à votre âge, quoi. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on est dans une régression qui est invraisemblable. Sébastien Rocher parle, le sociologue, à un moment donné, du recul de la France dans les index démocratiques. Je crois vraiment qu'il faut s'intéresser à ça, d'autant plus que ce sont des index plutôt de droite, enfin très libéraux, quoi. C'est économie, c'est des gens comme ça, quoi, qui disent « Ah, quand même, il y a des problèmes en France ». Si vous regardez simplement sur la presse, ce qui est arrivé à Mediapart il y a quelques jours, sur le fait qu'un juge puisse dire... Je parle de votre patron. Donc, s'il vous plaît, un petit peu de... Abonnez-vous à Mediapart. Au poste. Alors, qu'un juge puisse dire vous arrêtez de publier des articles. Il y a 2 mois, c'était un petit site par son audience qui s'appelait Reflet, sur le droit commercial, qui a été empêché de continuer ses enquêtes sur le groupe Drahi. C'était le droit des affaires, ça. Le droit des affaires. Oui, c'est ça, et c'est la même chose, c'est le droit commercial qui vient empiéter sur les libertés de la presse. Et on a eu aussi des journalistes convoqués par les services par la DGSI. Voilà. C'était Disclose, je crois, sur les enquêtes. Donc il y a vraiment un processus comme ça qui semble un peu accéléré. Et qu'un pays comme la France s'autorise à attaquer autant la liberté de la presse. Pourquoi j'en parle ? C'est pas du tout un truc corporatiste, c'est que la liberté de la presse, c'est considéré comme la liberté des libertés. C'est-à-dire que si celle-ci tombe, toutes les autres tombent. Et donc là, ce qui est en train de se jouer, c'est quand même ça. Donc, en effet, c'est un peu compliqué. Donc, vous avez raison. Je pense que Macron et d'autres ont compris que c'était pas bon, notamment à l'extérieur, pour l'image de la France qui est démutilée. Mais 2023, c'est la Coupe du Monde. 2024, c'est les Jeux Olympiques. Et c'est tout chousse. La reconnaissance faciale, etc. Il faut se rappeler que la France produit du matériel de maintien de l'ordre, etc. Exporte même ses techniques et ses officiers qui vont aller former d'autres gens dans d'autres pays, etc. Il y a un savoir-faire et mine de rien, il y a une vitrine un petit peu... au Qatar, en ce moment, il y a des gendarmes. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parlais du foot. C'est une économie aussi. La gestion des supporters de foot, c'est souvent des expérimentations, ça va souvent propice à l'expérimentation aussi des méthodes policières. On a vu typiquement la NAS ou d'autres méthodes de police qui ont été utilisées ensuite en manifestation, d'abord été utilisées sur les supporters de foot. En fait, de tout temps, le football et le sport ont servi de laboratoire de gestion des foules, parce qu'effectivement, mécaniquement, c'est de ça dont il s'agit. Et donc, que ce soit dans les pays démocratiques ou totalitaires, chaque événement sportif est en fait un laboratoire. Un stress test. Exactement. C'est pourquoi l'histoire du Stade de France, vous vous rappelez sans doute, était si problématique. Parce que là, il y avait... on a raté le test. Là, résultat... Voilà. Bah écoutez, on va peut-être s'arrêter là pour le moment. Enfin non pour le moment, non pour ce soir. Alors déjà, je vous demandais d'applaudir encore une fois. Ah oui. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux. La prochaine fois, c'est dans un mois. On sait déjà le film ou pas? Oui, c'est un documentaire sur Macron, ça va être super. Ah oui, c'est vrai. Macron le météore, je crois. Oui, c'était passé sur France 3, je crois. C'est ça, voilà. Ouais. Donc ça va être une autre ambiance. Ah non, c'est vachement bien, vous allez voir, c'est vachement bien. On va pas inviter Macron.
Peut-être, on réfléchit, peut-être notre député ici, Hubert Julien Laferrière, Qui est un ancien macroniste, donc si on arrive, on vous promet rien, mais on va qui essayer. maintenant est à la NUPES, mais qui à l'époque soutenait Macron. Ça pourrait être intéressant de l'avoir. Merci à l'Aquarium pour cette soirée. Merci. Et on va vous Merci laisser vous beaucoup. disperser dans le calme. Merci beaucoup. Merci à Merci. tous et toutes.